À nos invités, nous brûlerons ensuite un peu de kérosène pour enjamber les océans en direction de la Nouvelle-Calédonie, où les habitants se sont prononcés en faveur du maintien au sein de la République française lors d'un référendum ce week-end. Mais le score de 56% est-il assez élevé pour qu'on puisse parler de vraie victoire? Réponse tout à l'heure. Nous parlerons aussi de cet ambitieux projet de refonte de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État afin de tenir compte d'un problème apparu bien après sa mise en application au siècle dernier. Je veux parler évidemment de l'intégrisme islamiste. Et puis nous terminerons sur une note plus joyeuse, moins grave, avec cette perspective de voir entrer à l'Académie française un comédien, en l'occurrence Fabrice Lucchini, qui a annoncé dans le dernier Figaro Magazine qu'il allait tenter de se faire élire. Bonne idée ou mauvaise idée? Tous ces sujets, vous pouvez vous-même les commenter sur #Figaro Live et #Point de vue, mais vous pouvez surtout écouter nos invités en parler. Ces invités, qui sont-ils? D'abord, Ilana Sicurel, vous êtes membre du bureau exécutif de La République En Marche, en charge notamment de la réflexion sur les questions liées à la culture, à l'enseignement supérieur, la recherche et l'éducation, qui est un sujet qui vous tient à cœur. Avec nous aussi l'essayiste Caroline Valentin, qui œuvre notamment pour le magazine Causeur et pour le Figaro Vox. Vous êtes aussi une des contributrices du livre enquête dirigé par Georges Bensoussan, Une France soumise, les voix du refus, publié chez Albin Michel l'année dernière. Bienvenue aussi à Jean-Baptiste Marteau, journaliste politique sur France 2. Il vous arrive aussi de présenter le journal de 20h sur France 2 toujours, et de participer à l'émission politique, bien entendu. Et vous avez publié cette année avec Nila Latrou le Tsunami aux éditions Plomb, qui revient sur cette campagne folle que fut celle de la présidentielle de 2017. Enfin, Patrick Pelloux, qui est devenu un des piliers de l'émission, quasiment. Vous êtes toujours président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers de France et auteur de cet excellent livre, L'instinct de vie, publié au Cherche Midi. Et puis vous devez être particulièrement heureux ce soir, puisqu'on a appris aujourd'hui que le prix Femina revenait à votre ancien voisin de rubrique de Charlie Hebdo, Philippe Lançon, pour Le Lambeau. Et toujours ami, oui. Je suis très, très heureux pour lui. C'est mérité, c'est un livre témoignage important et je suis très content pour lui, c'est bien mérité parce qu'il a vraiment un grand talent de journaliste, et c'est bien. Et d'écrivain. Et d'écrivain, bien sûr. Merci. Commençons donc avec un sujet qui semble devenir épineux pour Emmanuel Macron, l'augmentation des taxes sur les prix des carburants et notamment du diesel. Alors vous le savez, une pétition a été lancée, un blocage des routes est prévu le 17 novembre, l'opposition hurle et pourtant Emmanuel Macron persiste et signe, comme on a pu le lire ce matin dans le quotidien Le Progrès. Puisqu'il nous dit, on nous a expliqué pendant des décennies qu'il fallait acheter du diesel et maintenant c'est le contraire. C'est normal que ce soit mal compris. J'assume parfaitement que la fiscalité due au diesel soit au niveau de celle de l'essence et je préfère la taxation du carburant à la taxation du travail. Une justification qui ne passe pas si on en juge par le succès d'une vidéo postée il y a quelques semaines par une automobiliste Jacqueline Moureau, que je vous propose de découvrir, ainsi qu'une partie de la réponse de la secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire, Emmanuelle Wargon, par Twitter. Maintenant, tous nos véhicules diesel vous dérangent, alors il faut les changer. Bah oui, mais c'est pas pour ça, moi, que j'ai du pognon pour changer ma voiture. Hein? Alors vos petites primettes de rien du tout, hein, ça va pas suffire à changer tout un parc automobile français. Quand on change de voiture, on passe aussi d'une voiture qui consomme plus à une voiture qui consomme moins. Si on passe de 8 litres au 100 à 4 litres au 100 en faisant 25 000 km par an, comme le disait Jacqueline, on économise 1000 litres d'essence par an ou 1000 litres de diesel, c'est-à-dire environ 1500 €, qui s'ajoutent aux 2000 € de prime à la conversion qui devraient normalement être complétés par les constructeurs automobiles. Donc ça commence à devenir possible de changer de véhicule. Caroline Valentin, vous êtes convaincue par le gouvernement, par cette défense? D'un côté, c'est vrai que la pollution est principalement due au transport terrestre. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Le seul problème, c'est qu'il y a plein de territoires dans lesquels la voiture reste nécessaire, reste obligatoire. Et ensuite, il n'y a pas non plus d'alternative à la voiture à essence. En tout cas, pas d'alternative crédible, puisque aujourd'hui, une voiture électrique met quand même un temps de recharge très long. Je crois que la production de voitures va atteindre les 100 millions pour cette année ou l'année prochaine. Pour les voitures électriques, on est à 1 million. Et c'est quand même aussi, effectivement, c'est ce que dit la dame qui s'exprime, c'est cher de changer de voiture et les Français n'ont plus d'argent. Donc l'idée est bonne fondamentalement, mais c'est trop tôt. C'est trop tôt sans alternative. Et c'est toujours été le cas. C'est comme en Allemagne. Vous voyez, l'Allemagne a abandonné le nucléaire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait du charbon. Alors le charbon pollue encore plus que le pétrole. Et donc sur ce point précis, le gouvernement a tort de s'entêter. Il devrait revenir, selon vous, sur cette décision? Le gouvernement doit commencer par faire une politique positive qui consiste à d'abord favoriser l'émergence d'alternatives crédibles et ensuite aider les Français à changer de voiture plutôt que sans arrêt les plomber, les taxer et affecter leur pouvoir d'achat.
Patrick Lellouche, la raison de s'endetter aussi d'ailleurs, mais de s'entêter le gouvernement? Il a complètement raison. Il a complètement raison. De maintenir le cap. Il a raison de maintenir le cap. D'une part parce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas encore suffisamment et qui sont dans la recherche scientifique, c'est les conséquences de la pollution et des microparticules. Je vous rappelle que si vous vivez à Paris par rapport à quelqu'un qui vit dans le grand air ou dans les montagnes, il y a une espérance de vie qui irait de moins de 5 ans quand même, c'est considérable. Donc il faut le faire. C'est pas agréable. Maintenant, c'est au pouvoir politique, parce que finalement, ce débat-là est beaucoup plus politique que ce qu'on croit, en fait. Parce que vous ne pouvez pas avoir une population qui est de plus en plus inquiète, fort justement, sur le réchauffement climatique qu'on voit maintenant au quotidien avec les canicules, les excès de la nature, avec les tempêtes, etc. Et puis de l'autre, quand d'un coup il s'agit de balayer devant votre porte, vous vous dites « non, il n'est pas question, je ne changerai pas les habitudes ». Oui, c'est pénible. Il faut trier ses poubelles, il faut changer radicalement, il faut prendre le vélo, il faut avoir... Comment tu fais dans les campagnes? Tu prends un vélo? Comment tu fais dans les campagnes, c'est là où c'est éminemment politique, parce que c'est là où tu as raison. Non, la montagne où précisément on a 50 plus d'espérance de vie. Non, mais c'est là où il y a une véritable question politique d'aménagement du territoire. Quand d'un coup tu as la ligne la ligne de train que je connais bien entre Grenoble et Gap qui passe par Luce-la-Croix-Haute, d'accord, cette ligne elle a été quasiment abandonnée. Il faut redécouvrir le train, les transports en commun. C'est là où il y a c'est là où plutôt que de dire et de tenter d'expliquer que le pouvoir d'achat va augmenter, ce qui n'est pas forcément vrai, ou qu'il n'a pas bougé, etc., ce qui n'est pas forcément vrai, on est tout à fait d'accord. Il faudrait mieux dire, non mais regardez, en même temps, on vous construit des transports en commun, on va vous dire ça. Non, ils ne le disent pas. Patrick Lellouche, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous parlez en fait un peu comme Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, et comme Gilles Legendre, qui est le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Le premier était sur RMC, le deuxième sur France 2, on va les écouter. Les grands esprits, tu vois, c'est bien. Est-ce que la hausse des taxes sur les carburants, prévue le 1er janvier, sera suspendue? Non, elle ne sera pas suspendue. Nous ne devons pas renoncer à notre objectif, qui est d'avoir des transports moins polluants. On doit changer, et on doit changer maintenant. Tout le monde dit la prime à la conversion qui permet de remplacer son véhicule, c'est une prime pour les riches. C'est faux. Elle explose en ce moment, la prime à la conversion. Elle a tellement de succès qu'on est déjà à la moitié de ce qu'on avait prévu pour l'ensemble du quinquennat. Et qui en profite? À 75% des ménages non imposables. Je vous vois opiner du chef, Ilana Sicurel. Vous êtes sur la même longueur d'onde, bien entendu. Oui, bien entendu, mais j'opinais du chef parce qu'effectivement, ce grand succès de la prime à la conversion qui profite même à 90% si on enlève l'Île-de-France aux ménages les plus modestes, eh bien c'est un signe et il faut aller dans ce sens-là. Alors je suis contente de parler juste après un médecin urgentiste parce que est-ce que vous connaissez le nombre de victimes par an qu'on considère comme de morts résultant de la pollution de l'air? Ça dépend si c'est les particules fines. Voilà, les particules fines. Plusieurs dizaines voilà, de on est à milliers, 48 000, 47 000. Voilà, on est sur des chiffres quand même. C'est un problème de santé publique majeur. Moi, ce que je trouve assez étonnant dans cette histoire, c'est que l'ensemble des candidats à la présidentielle étaient favorables à ce qu'il y ait un alignement du diesel sur l'essence, parce qu'on en est là. Le premier niveau de mesure, c'est de se dire il faut que le diesel, qui est tellement polluant, ne soit pas dans un état de faveur. Donc on est déjà sur l'alignement et ensuite on parle d'une augmentation progressive. Ce qui a un petit peu compliqué les choses, c'est le prix du pétrole, mais c'est une raison de plus pour effectivement devenir autonome par rapport au pétrole et à aller dans le sens de cette transition écologique. Donc moi, je suis reconnaissante à Emmanuel Macron d'être, comme Pierre Mendès France le demandait, de gouverner et donc de choisir. Gouverner, c'est choisir. C'est donc faire des arbitrages. Et j'ai l'impression de tout le temps assister à une politique qui est courageuse dans les différents domaines, on y reviendra peut-être, où forcément vous n'avez jamais de mesure absolument parfaite, où il n'y a aucun effet pervers. Et évidemment que nous sommes en pleine compassion avec tous les gens qui aujourd'hui souffrent au quotidien de cette mesure. C'est pour cela que nous avons imaginé et que nous allons continuer à mettre en place des dispositifs qui vont leur permettre, et on voit que ça fonctionne, puisque c'est eux qui en profitent, d'acquérir en fait
des voitures non polluantes. Et j'ajoute qu'il y a les voitures hybrides ou électriques, mais il y a aussi les voitures récentes moins polluantes. Donc on est dans un spectre assez large qui va quand même permettre une acquisition. Ça va jusqu'à 2 500 €. Et la secrétaire d'État, Emmanuelle Wargon, le rappelait, c'est aussi une économie parce que quand vous n'êtes plus dépendant à l'essence, eh bien au bout d'un moment, ça va jusqu'à 1 000 € d'économie par an pour quelqu'un qui en moyenne. Donc voilà, en tout cas, oui, nous sommes à l'écoute, mais en même temps, gardons le cap. Et 70% de cette augmentation, elle est due à la hausse du carburant, ce qui doit nous inciter à autonomiser et à être dans une politique de responsabilité, parce que c'est un problème de santé publique. Et je m'occupe d'éducation, et bien je peux vous dire que parmi les 48 000, je pense que Patrick Pelloux confirmerait, il y a beaucoup de jeunes. Donc je pense que là, on doit être en responsabilité. C'est difficile pour tout le monde. Il faut imaginer des dispositifs, étendre ces dispositifs, mais il ne faut sûrement pas reculer. Je crois que tout le monde comprend cette argumentation. Il n'empêche qu'à l'image de... On a posé la question sur Twitter, selon vous, le gouvernement a-t-il raison de s'entêter au sujet de l'augmentation du carburant? Oui, 19%, non 81%. Il y a quand même une grogne inédite depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, il me semble, sur ce sujet, qui prend une ampleur. Est-ce que c'est une ampleur inédite? Est-ce que ça vous rappelle une situation précédente, politiquement? Je ne sais pas, l'entêtement droit dans ses bottes, Jean-Baptiste Marteau? Oui, peut-être, mais Emmanuel Macron, il est face à plusieurs problèmes. Effectivement, il y a le prix de l'essence qui monte qui s'ajoute à ces hausses de taxes. Donc déjà, ça tombe mal d'un point de vue calendrier. En plus, c'est quand même un mois sur lequel on devait parler pouvoir d'achat, puisque tout le monde a gagné du pouvoir d'achat sur sa fiche de paie au mois d'octobre avec la cotisation chômage qui ont été supprimées. Donc là, ça ne sert à rien, pouf, on l'a balayé, une mesure qui coûte effectivement assez cher. Donc là, c'est aussi le chèque énergie de 100 €, donc il y a un certain nombre de dispositifs qui sont là pour compenser. Malgré tout, c'est vrai qu'on entend partout cette espèce de petite musique qui monte comme ça, alors que quand vous regardez les arguments un peu calmement, froidement, c'est quand même le concours Lépine des arguments parfois les plus poujadistes, excusez-moi, qu'on n'ait jamais entendus. On regarde la vidéo de cette dame qui buzz de manière assez hallucinante sur Internet. Elle est gentille, mais elle dit quand même un nombre de bêtises ou hallucinantes. Quand elle dit ils ont de l'argent pour racheter la vaisselle de l'Élysée et faire construire des piscines, mais pas pour... Mais voilà, bon, c'est très gentil. Malgré tout, ça prend. Et c'est vrai que là, je pense qu'il y a un gros problème de communication une nouvelle fois. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec le même problème que lors de l'affaire Benalla, lors de toutes les affaires qui ont eu depuis la rentrée. Le gouvernement laisse passer, laisse monter la mayonnaise un peu dans l'opinion et tarde à réagir. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron commence enfin à essayer d'expliquer pourquoi il fait cette mesure, qui peut se comprendre, mais c'est trop tard et c'est trop faible. Il faut l'expliquer, il y a besoin de pédagogie énormément sur cette question. Patrick Pelloux. On est dans une époque où la bêtise devient ces lettres de noblesse, où d'un coup des gens qui expriment de manière maladroite leur souffrance avec des arguments qui n'en sont pas, ça fait le buzz et ça coagule. Mais à ce niveau-là, ça illustre quand même plus qu'un malaise personnel. Ça coagule un malaise profond. Voilà. Il y a un malaise. Il y a un malaise profond. Il y a un malaise profond parce qu'il y a un peuple qui, à mon avis, est dans une très grande souffrance. Ça fait à peu près 30 ou 40 ans qu'on lui dit la même chose sur la crise, sur les difficultés, et tu as l'impression que chaque jour, il y a une difficulté supplémentaire. Donc, c'est sûr que l'argument de la dame qu'on peut contester, mais qui est réel, ils ont l'impression, ma foi, que l'Élysée rachète de la vaisselle, il faut racheter de la vaisselle. Bon, après, il y a tout ce qu'elle évoque. Pour eux, c'est des signes qui sont pas justes par rapport à la souffrance qu'ils ont. Parce qu'il y a une réelle souffrance. Il y a une souffrance notamment des personnes âgées, il y a une souffrance des plus jeunes. Les plus jeunes, ils arrivent de plus en plus tardivement sur le marché du travail, ils ne sont même pas sûrs d'avoir du travail. Et maintenant, on leur fait passer la musique qu'il va falloir qu'ils changent de formation. Alors pourquoi on m'a formé à être horticulteur, et puis d'un coup on lui dit tu vas être cafetier, et il n'accepte pas, c'est d'une violence extraordinaire. Il y a une contestation très violente. Et en effet, d'un coup, qu'on leur dise, avec des arguments scientifiques, prouvés, juste, de dire il faut arrêter le diesel, ça vous tue doucement, eh bien, on tape là où ça fait mal, le porte-monnaie, et ce n'est pas la première crise, parce que si vous vous souvenez bien, il y a quelques années, il y avait déjà eu, au moment en 2012, il y avait eu l'augmentation du le baril avait passé les $100. Bien sûr, les $100. Là, on n'y est pas. Voilà, mais on touche à quelque chose de sensible, parce que la voiture, c'est la liberté. J'entends ce que vous dites, mais il y a des arguments. Regardez, par exemple, chez les internautes, Daniel, dit « Pourquoi ne diminuerait-on pas les taxes dans les zones rurales où les travailleurs sont obligés d'utiliser leur véhicule ?» C'est intéressant comme... Bien sûr. Au nom de l'égalité, vous ne pouvez pas faire des taxes en fonction de
il y a l'égalité et puis vous auriez les arguments de ceux... C'est impossible, vous croyez ? Il y a un examen qui est fait et peut-être que ça peut être intéressant d'avoir une réflexion régionale. Bah en voilà. fonction, non, mais toutes les situations ne sont pas identiques. C'est une piste qui a été... C'est gentil, l'égalité absolue. Il ne vous a pas échappé... C'est l'égalité qui est injuste, là, pardon. Il y a un chantier qui a été lancé par le président de la République ce matin, justement, dans l'entretien que vous citiez. Donc, il y a des réflexions en cours, effectivement, pour compenser et pour, effectivement, avoir des aides ciblées. Mais je crois sur le mazout pour les zones rurales. Mais je crois qu'il y a un problème, effectivement, plus général. Moi, je suis perplexe parce que je pense que la spécificité de ce qui est proposé par Emmanuel Macron et par le gouvernement, c'est que c'est très systémique. Et vous parlez du problème de formation. Il est adressé, c'est-à-dire qu'il y a 15 milliards qui est consacré à la formation, qui est ciblé, justement, sur ceux qui n'avaient pas du tout de formation. On a déjà des résultats avec une hausse de 40% des contrats d'apprentissage et des contrats d'alternance. Hein, donc tout ça, il y a, si vous voulez, à chaque fois une réponse, une cohérence, un cap, et pourtant ça ne passe pas. Donc, de deux choses l'une, soit c'est la difficulté de la réforme, c'est Alexis de Tocqueville qui disait qu'un gouvernement n'est jamais autant en danger que quand il réforme. Donc nous en sommes, personne n'a jamais pensé que ce serait facile de faire ces réformes que tout le monde a rechigné à faire depuis des années. Donc ne soyons pas naïfs, on sait très bien. Ça allait être difficile, ça l'est. Et il y a peut-être aussi une réflexion à avoir sur cette surinformation qui fait qu'on est dans la myopie. C'est-à-dire qu'on fait un zoom sur une mesure et on oublie sans arrêt le contexte. On est un pays où tout le monde réclame la réforme, mais pour l'autre. Voilà. Jamais pour soi-même. Problème de responsabilité. Mais par rapport à ce problème du carburant, il faut vous placer dans 50 ou 100 ans. Dans 50 ou 100 ans, il faudra tordre le cou à l'énergie fossile. Voilà. Ce qui veut dire que là, s'il y avait la priorité des priorités, serait de chercher l'évolution à moyen terme, Patrick. Mais maintenant, à l'énergie, à l'hydrogène. Mais tu ne peux pas dire aux gens, comme c'est très grave pour la santé, il va falloir que vous achetiez une voiture. C'est là où il y a un sens politique. C'est là où il y a un sens politique. Non, mais tu ne peux pas demander. Les gens, ils arrêtent d'acheter un produit quand ça augmente de 5 centimes. Ils ont vraiment plus beaucoup d'argent. Voilà, ça, c'est sûr. Voilà. Donc ils payent beaucoup de charges, ils font attention à leur budget, et tout à coup on leur dit c'est pas grave, achetez donc une voiture qui coûte quand même plusieurs milliers d'euros, ça dépense moins d'essence et c'est meilleur pour votre poumon. Mais lui, il te dit juste... C'est pour ça que c'est une véritable question politique. Non, mais... Comme ça a été rappelé, toute la campagne électorale de 2017, ils ont tous donné cet argument en disant on va lutter contre la pollution, c'est très important. Oui, mais il faut d'abord faire des moyens de transport alternatifs et ensuite ça va beaucoup plus loin, ça va sur le pouvoir d'achat et en premier lieu de trouver du travail. En plus, il y a des gens qui se mettent... L'idée, c'est que le travail paye mieux. Jean-Baptiste Marteau, dernier mot sur ce sujet. Dernier mot sur ce sujet. Cette transition, elle va prendre des années, il faut l'enclencher. Effectivement, c'est le sens de l'histoire. Maintenant, concrètement, Emmanuel Macron, il entame aujourd'hui une tournée à travers tout l'Est de la France, une itinérance, c'est ça. Mais il va être en contact des Français, des zones rurales pendant toute une semaine. Et là, il faut qu'il ait un geste. Il faut qu'il puisse leur dire à ces gens-là, oui, vous avez besoin de votre bagnole tous les jours et on va faire une aide peut-être ponctuelle, je ne sais pas sous quelle sorte. Il doit faire des annonces cette semaine, de toute façon. L'utilisation de la voiture n'est pas qu'un problème de zone rurale. C'est aussi une nécessité dans les zones urbaines. Tu as 95% des gens maintenant qui vivent à la ville. Il y a des moments... Là, on peut s'en passer. Essayez de prendre un train pour aller de Paris à Longjumeau. Tiens. Bon, à propos de train, on va prendre l'avion, aller en Nouvelle-Calédonie, Patrick Pelloux, si vous êtes d'accord avec ce deuxième sujet, ce référendum qui entérine donc l'appartenance de la région à la France, puisque 56,7% des électeurs ont voté non à une accession à l'indépendance, avec une participation élevée de 80%. Un résultat qui a mis en joie notre président de la République et notre Premier ministre, comme vous allez pouvoir l'écouter. Je veux aussi dire la fierté pour le chef de l'État que la majorité des Calédoniens ait choisi la France. C'est pour nous une marque de confiance dans la République française, dans son avenir et dans ses valeurs. Le scrutin qui s'est déroulé hier est un véritable succès démocratique et populaire. Je note d'ailleurs avec beaucoup de satisfaction que tous s'accordent sur le caractère incontestable du résultat de ce référendum. Bon, vous avez noté que leur joie était quand même assez relative, mais quand même, Ilana Sicurel, vous vous réjouissez sans réserve de ce résultat ? Non, mais pendant la pause, il était dit c'est le succès de Rocard. Bien sûr, c'est le succès de Rocard. Patrick Pelloux, il faut rendre à César ce qui est à César. Je pense que la grande force, c'est qu'on a été capable collectivement,
collectivement, il ne s'agit pas de faire du triomphalisme idiot, et personne ne le fait, c'est qu'on a été capable de mener un processus long, sur 30 ans, qui est arrivé à la phase qui est celle devant laquelle nous sommes, qui s'est bien passée quand même sur le plan démocratique, avec 80% de participation, un résultat qui est reconnu. Et de toute façon, c'est une situation complexe, donc il n'y a pas de raison qu'une situation complexe, tout d'un coup, se traduise par un score absolument tranché. Sauf Jean-Baptiste Marteau, que le résultat est quand même ric-rac, 56%, c'est pas un triomphe. C'est quand même que les net. sondages donnaient 70% pour le non, et qu'au final, on est plus à 30. Maintenant, l'heure est au dialogue et à la construction. Vous avez le sentiment que c'est une victoire en trompe-l'œil quand même. Mais donc forcément, c'est pas la victoire, parce qu'il y a un problème dans ces accords de Nouméa qui ont été signés il y a 20 ans exactement, c'est qu'ils permettent de faire jusqu'à 3 référendums. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça dans les accords à l'époque, parce que c'est quand même particulier. Tous les 2 ans. Donc il y en a un qui est prévu théoriquement en 2020 et un autre en 2022. S'il y a eu un score de 70% pour le non, les tenants du non auraient pu dire non, voilà, attendez, il y a un score massif, maintenant on passe à autre chose. Là maintenant, les indépendantistes, ils ont tout l'argument de dire on va aller au Parlement régional et on va redemander un nouveau référendum. Et ce référendum dans 2 ans, dans 4 ans, on ne sait pas ce qu'il peut donner, et l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, il est encore en pointillé. Mais c'est pour ça que le mot-clé, c'est dialogue. C'est pas victoire. Caroline Valentin, c'est une victoire du dialogue. Est-ce que c'est une victoire pour qui? Une victoire pour la France, qui a son intérêt de rester dans cette région-là du Pacifique, surtout sur une île qui, je crois, a à elle seule entre 15 et 25% des réserves de nickel mondiales. Maintenant, est-ce que c'est un référendum pacifiant? Pas forcément, parce que je crois que c'est environ 85 à 90% des Kanaks qui ont voté pour l'indépendance. Et cette indépendance, elle a été demandée par les Kanaks. Alors qu'est-ce qu'on fait en fait ici? Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la totalité de la population de la Nouvelle-Calédonie ne veut pas l'indépendance. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que la très grande majorité de la population kanak veut l'indépendance et qu'elle la voudra dans 2 ans et qu'elle la voudra dans 4 ans. Et donc les problèmes qui sont survenus dans les années 80 potentiellement peuvent ressurgir demain. C'est d'autant plus inquiétant qu'à l'époque, dans les années 80, quand il y avait eu des échauffourées, enfin des événements, comme ils disent, il y avait un vrai problème économique. Effectivement, les Kanaks avaient très peu d'argent. Et que depuis 30 ans, une vraie politique a été menée pour leur rendre de l'argent, pour faire des transferts sociaux. On leur a donné 200 000 hectares de terre, ce qui est quand même énorme. Entre-temps, le parti indépendantiste kanak de gauche, le FNKS, a construit une usine de traitement du nickel, ce qui a permis de financer. Leur idée, c'était que ça finançait dans cette région exactement. Du Nord, Donc il s'est passé des choses. 50% de la population kanak vit à Nouméa, donc vit dans un endroit où il y a énormément de caldoches. Mais pour autant, malgré tout ça, 85% d'entre eux veulent l'indépendance. Alors le problème, c'est qu'on parle de décolonisation. C'est vrai que c'est une colonisation qui ne s'est pas décolonisée, qu'on demande cette fois-ci à l'intégralité de la population si elle est pour l'indépendance, alors qu'en fait, si on décolonise, on devrait juste demander aux Kanaks, comme on a fait pour les Catalans, je suis désolée, et que, évidemment, l'intégralité de la population dira toujours non à cette indépendance, mais les Kanaks voudront toujours l'indépendance. Donc je ne vois pas en quoi c'est pacifiant. Il y a quand même une chose qui a changé depuis les années 84-88. D'ailleurs, Vincent Roux, dans l'émission des décrypteurs, tout à l'heure, Figaro évoquait ça. C'est la tonalité du discours des indépendantistes. Je vais vous proposer, et je vous donne la parole après Patrick Pelloux, d'écouter Roch Vamitan, qui est le leader indépendantiste kanak, qui parlait ce matin à Nouméa. Et écoutez la tonalité de ses propos, ça n'a quand même rien à voir avec ce qu'on entendait en termes de violence verbale il y a 30 ans. Nous sommes persuadés, au vu de ces résultats, que le projet politique porté par le FNKS devient quelque chose de possible. C'est une alternative puisque de nombreux non-Kanaks ont voté oui à ce référendum. Nous savons très bien ce qui nous lie à cette France, nous savons très bien ce qui nous relie à cette Europe, mais pas dans la manière dont ça se fait à l'heure actuelle, parce que l'État ne peut pas continuer à être une autorité de tutelle et nous, un territoire non autonome, mineur. Non. Donc les propos sont plus modérés, mais l'idée est quand même la même, c'est à terme de se séparer de la France. Non, je crois pas, parce que on est sorti progressivement, grâce aux accords de Rocard, d'une situation insurrectionnelle. Enfin, des gendarmes ont été tués, Djibaou a été assassiné, c'est pas rien, c'est vraiment une vraie guerre. On s'en est sorti. Maintenant, l'indépendance, la décolonisation, je ne pense pas que ça soit la question, car on sait très bien que des îles aussi
éloignés tomberaient de toute façon sous le diktat d'autres puissances mondiales. Mais qui ne sont plus l'Australie comme à l'époque, mais plutôt la Chine. Voilà, plutôt la Chine ou les États-Unis. Donc je crois que moi je préfère que ça reste et qu'on en fasse justement une sorte de singularité démocratique. Mais là, c'est justement la démocratie qui parle. En effet, moi je suis bien d'accord avec ça. Si le non l'avait remporté, tout le monde aurait dit bon bah ça y est, c'est terminé. Reprenez vos gendarmes, votre structure de l'État, pour devenir quoi ? Quelque part, il y a une espèce, en effet, il y a des richesses qui sont exploitées par la France. La France développe et aide ce pays. Moi, je trouve que c'est un résultat qu'il faut respecter et qui est tout à fait respectable, puisque c'est leur choix. Et là encore, c'est la démocratie, ce n'est pas le pouvoir des armes qui a parlé. Sur les internautes, les résultats du référendum en Nouvelle-Calédonie sont-ils une victoire en trompe-l'œil selon vous ? 47% oui, 53% non. C'est assez équilibré. Jean-Baptiste Marteau, vous qui avez suivi de près le sujet tout le week-end, et pas seulement ce week-end pour France 2, vous avez le sentiment qu'il y a quand même un projet crédible de la part des indépendantistes hors puissance étrangère, où quand même la France, il faut le rappeler, la métropole envoie plus d'1,5 milliard d'euros par an, notamment pour la fonction publique. Quand on regarde effectivement le PIB quand même de la Nouvelle-Calédonie qui s'est beaucoup amélioré depuis 10 ans, on peut penser qu'il y a, et non pas un avenir pour l'indépendance, mais en tout cas une situation économique qui permette de le préparer de manière un peu plus calme et tranquille qu'il y a 10 ans. Maintenant, ce résultat, il ne règle pas de toute façon le problème. Et il va se reposer dans 2 ans, dans 4 ans, parce qu'il y a une volonté indépendantiste qui reste très forte de tous les Kanaks, et pas que, parce qu'effectivement, c'est ce que dit le leader indépendantiste. Le oui, quand on regarde dans le détail, il est majoritaire dans des zones qui n'étaient jusque-là pas habitées par des Kanaks, mais plutôt par des Européens. Donc, de toute façon, la situation va se reposer. C'est vrai qu'on a réussi à organiser ce référendum, c'était déjà une victoire quand on voit la situation il y a 20 ans. Oui, il y a pas 3 voitures qui ont brûlé, donc c'est vraiment sans incident. Maintenant, la situation va de toute façon se reposer. Dans la même situation dans 2 ans, dans 4 ans. Caroline Valentin. D'autant qu'en plus, ce que veulent les indépendantistes n'est pas une indépendance pure et dure, et ensuite on se tape dans la main et c'est terminé. Ils envisagent plutôt une collaboration avec l'État français, et récupérer en fait tout leur pouvoir régalien, mais éventuellement en déléguer une partie. Ce qui est déjà un peu le cas. Il y a une grosse autonomie déjà. Ils ont déjà une grosse autonomie. Oui, ils ont un représentant aux ambassades de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Ils sont à l'OMS, ils ont un représentant à l'ONU. C'est d'ailleurs un laboratoire de la décolonisation, si on peut dire, ou de l'autonomie. C'est un cas unique. Aucun autre département d'État n'a ce statut. Mais sur la Chine, il y a quelque chose d'intéressant à savoir, c'est que, compte tenu de leur réserve de nickel, les indépendantistes se sentent vraiment forts pour négocier vis-à-vis de la Chine. Et ils ont d'ailleurs construit une usine de nickel en Chine. Vous savez, les Calédoniens, en fait, contrôlent les 5 usines de nickel, 3 en Nouvelle-Calédonie et 2 autres dans le reste de l'Asie. Ils ont construit une usine en Chine, les indépendantistes de gauche. Et la loi chinoise interdisait qu'une société chinoise étrangère donne la majorité de son capital à des étrangers. Ils ont dit, mais si nous n'avons pas la majorité, vous n'aurez pas d'usine. Voilà. Donc ils ont réussi, ces petits Calédoniens, à faire changer la loi chinoise. Donc ils se sentent assez confortables pour être indépendants et pour être autonomes, même si personne aujourd'hui ne peut dire s'ils sont suffisamment riches pour se passer des 14% de PIB que leur donne l'État français sous forme de transfert financier. C'est un argument pour qu'ils restent en France et leur dire qu'ils ont toute leur place dans notre pays. Et dernier mot, Ilona Sikural, si jamais dans 2 ans ou dans 4 ans, le oui à l'indépendance passe, est-ce qu'il y a un risque d'exemple, de modèle qui donnerait des idées à d'autres territoires ou départements d'outre-mer français ? Je pense que c'est relativement spécifique. Mais pour terminer, pour conclure, je pense que le président de la République a su garder la bonne distance et a su manifester pas mal de délicatesse. Certains lui ont reproché d'être un peu trop neutre. Je pense que c'était important de faire en sorte que les voix soient entendues et de ne pas... je pense qu'un excès d'interventionnisme aurait été tout à fait mal placé. Et je pense que ça, c'est une des raisons, je pense, du bon déroulement de ce scrutin. Retour en France métropolitaine avec ce projet qui semble prendre forme à l'Élysée, si on en croit notre confrère L'Opinion ce matin, qui titre « Loi de 1905, les choix de Macron ». La loi de 1905, vous le savez, c'est cette fameuse loi de séparation des églises et de l'État. Je vois Patrick Pelot qui retrousse déjà les manches.
blanches, que certains considèrent comme insuffisantes pour faire face à l'intégrisme islamiste, d'où la volonté de réformer notamment le régime des cultes, tel qu'il est édicté dans les articles 18 à 36, par exemple, avec l'idée de créer une sorte de label de l'État pour autoriser la création des associations cultuelles. Je sens que vous ne trouvez pas que c'est une bonne idée, Patrick Pelloux. Ah, il ne faut absolument pas toucher à la loi 1905. C'est un tabou. C'est un totem. C'est un totem. C'est un totem qui Même a si structuré ça a 113 ans. Mais qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis. À ce moment-là, vous dites aussi que l'existence même de la France, il faudrait revoir ça. Elle évolue un peu, la France, depuis Non, ça a structuré les choses. Ça a structuré les choses pour plein d'arguments. La loi 1905, ses racines, c'est la Commune de Paris. Ça, c'est une évidence, où c'est là où on remet en cause la présence des cultes, et ça mûrit dans la société. Ça mûrit au Parlement, et ça naît, et ça fait quelque chose qui est important, parce que c'est discerné. Alors c'est sûr qu'on est un satellite par rapport aux autres pays. Là, on va faire les commémorations du 11 novembre, j'imagine. Même les États-Unis, la présence des religions est importante. Il y a tas d'endroits où vraiment, voilà, les républiques islamiques, il y en a plein partout. Mais nous, on est singuliers. Et la séparation des religions par rapport à la société, c'est une indépendance intellectuelle et morale. Il ne faut pas les faire re-rentrer dans le jeu politique. C'est vraiment, c'est un truc qui est sacré. Ils veulent. L'islam politique, ça part d'un bon sentiment, c'est pour les encadrer. Mais aussi. Encadrer, rien du tout. Vous leur donnez ça, ils vont vous bouffer ça. Et alors, autant je pense que les catholiques défendront la laïcité, les autres non. Paradoxe. Les autres non, vous verrez. Mais c'est une erreur. C'est un paradoxe. La laïcité, on vous dira que ça vient du catholicisme. Ilana Sicurella, avant de vous donner la parole, je vous propose d'écouter justement Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ce matin sur France Inter, pour écouter ses arguments. Ce qui est important, c'est réellement que nous puissions ensemble travailler sur un islam de France qui apporte de l'apaisement par rapport aux questions liées à cette religion. Ça veut dire quoi concrètement? Sur le mode de financement, par exemple? Sur la formation des imams, etc. Il y a plusieurs champs qui peuvent être travaillés. Formation des imams, Ilana Sicurella? Oui, alors écoutez, j'ai l'impression, si vous voulez, j'aimerais bien qu'on sorte. Vous savez que Martin Boubert, puisqu'on aime bien les auteurs dans votre émission, grand philosophe, disait qu'un vrai dialogue, c'est quand on sort tous un petit peu transformés par rapport à quand on était arrivés. Alors, transformez-nous. Transformons-nous les uns les autres. Non, j'ai l'impression que, grosso modo, on est absolument d'accord. Moi, je suis une fervente adepte de la laïcité à la française, mais je crois que notre président aussi, c'est la bonne nouvelle que j'amène. Il n'est pas question de revenir sur les principes qui fondent la loi de 1905, à savoir la séparation des églises et de l'État. Personne n'y songe. D'ailleurs, Nicole Belloubet le rappelait ce matin. Mais pour moi, c'est une évidence, et pour le président de la République aussi. Donc, de quoi s'agit-il? D'abord, on parle d'une fuite, donc on reviendra peut-être en parler quand ce sera absolument sûr, puisqu'on parle d'éventuels amendements. Un projet de loi il y a eu 2019. 13 ou 14 amendements depuis le début de Il y l'adoption a un projet de loi de qui est la quand loi même dans les 1905. tuyaux. En tout cas, c'est pas officiel, comme vous savez. Donc, pour l'instant, on en est. Donc, je serai plus à l'aise de vous parler quand ce sera officiel, parce que c'est un travail en cours. Donc, on pourrait parler plus sérieusement, exactement, des amendements, des ajustements qui sont envisagés. Je répète qu'il est hors de question, et au plus haut niveau de l'État, de remettre en cause ce qui fait le fondement de notre société française, à savoir la séparation de l'Église et de l'État, et le fait des Églises et de l'État, et du fait que il n'y aura jamais de financement public d'un quelconque culte. Donc ça, ce n'est pas ça qui est en jeu. Maintenant, on a tous constaté depuis un certain temps, de prendre un tout petit peu de recul, qu'il y a un certain nombre de problèmes qui se sont posés et qui n'étaient pas posés par la loi, d'abord parce que l'islam n'existait pas, et ensuête parmi ces problèmes, il y en a un sur lequel il était extrêmement minoritaire en France, et donc le problème n'a pas été pensé à sa bonne mesure. Mais il y a un autre phénomène qui s'est développé, et là-dessus nous rejoindrons probablement, c'est l'apparition et le développement d'un islam politique. Exact. Et cette loi et ce dispositif, beaucoup de gens le condamnent. L'islam est politique par nature. Non, l'islam n'est pas politique par nature. Ça demande la conquête. Mais il y a un islam politique qui est en train de se développer dans notre pays, qui est identifié comme un danger. Et il se trouve que les amendements envisagés vont plutôt dans le sens de la transparence financière. Et la transparence financière, effectivement, et d'autre part sur un plus grand contrôle. Donc en réalité, j'ai l'impression un peu d'un dialogue de sourds, si vous permettez, qui s'engage
parce que il ne s'agit pas tout d'un coup d'ouvrir toutes les vannes en se disant voilà, on remet en cause un tout petit peu de la loi et donc forcément c'est pour en abattre les fondements. Non, les fondements ne seront pas remis en cause. Oui, il y a des amendements qui sont peut-être prévus, on attendra qu'ils soient officiels pour pouvoir vraiment en débattre de manière plus technique. Mais en tout cas, le problème de la montée de l'islam politique, il est posé. Le problème des financements de l'islam par des pays étrangers et du coup qui alimentent un radicalisme, il est posé et il faut trouver des réponses. Et le problème d'un islam de France dans lequel vous ne voulez pas croire, mais qu'il faut tenter de construire, parce que vous avez des musulmans de France, il y a un islam en France. L'idée, et ça c'est, je pense que ce qui fait la marque aujourd'hui du président de la République par rapport à ces questions, c'est que il identifie des problèmes comme ses prédécesseurs, mais au lieu d'hurler en disant il y a des problèmes, il y a un problème avec l'islam, il y a un problème avec l'islam, comme avec beaucoup de sujets, il a décidé d'y travailler sérieusement et de prendre son temps, vous l'avez noté, de prendre son temps pour essayer d'aboutir à des solutions dont on pourra débattre, mais je voudrais qu'on soit d'accord sur les intentions. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on ne diabolise pas l'intention en se disant que l'objectif, c'est d'arriver à des financements plus transparents, à éviter que l'islam en France soit instrumentalisé par des forces radicales qui sont parfois qui passent parfois par des financements Jean-Baptiste Marteau, vous avez l'impression... Ouais. Non, vous parlez des intentions d'Emmanuel Macron. C'est vrai qu'a priori, on peut ne pas en douter. Le problème, c'est qu'il a encore, je vais vous dire, quelques preuves à faire sur la laïcité. Le discours des Bernardins a, pour beaucoup de Français très attachés à la laïcité, se met un petit peu le trouble. Et on se demande effectivement ce qu'il a vraiment derrière la tête sur la laïcité. C'est un totem, la loi de 1905, effectivement, et dès qu'on commence à toucher peut-être même à un petit centimètre... Un totem, oui, mais il ne faudrait pas arriver à une espèce de tabou qui fait qu'on n'arrive plus à trouver de solution. D'accord. Sur le principe, on peut se dire, quand il dit on va mieux encadrer le financement étranger venu pour financer des mosquées, par exemple, en le limitant à 10 000 €, ce qui est à peu près dans les fuites qui sont sorties ce matin, et qu'au-delà, ce serait contrôlé. Bon, sur le principe, pourquoi pas? On peut tous être d'accord sur cette mesure. Non. Mais quand on derrière, pas tous, presque. Non. Mais on peut se dire qu'en tout cas, pourquoi pas l'état d'esprit, c'est le terminé. Après, peut se défendre en tout cas. Je vous écouterai juste après avec plaisir. Mais je répondrai si derrière, sur les Bernardins. Si derrière vous commencez effectivement à permettre aux associations cultuelles de posséder leurs biens, d'avoir des revenus qui en découlent, c'est ce qu'il y a dans ce qu'on a lu ce matin, avec, pourquoi pas, des financements publics qui pourraient arriver pour refaire l'isolation, ce genre de choses. C'est tout ce qu'on a pu lire. Et on se dit que, effectivement, le principe de la loi de 1905 peut être détourné à travers des financements qui vont venir ici ou là par les collectivités locales aussi. On le voit plusieurs fois lors de la construction de mosquées. Et donc, il y a quand même des principes qui ont baissé leur culotte par rapport à leur... Il y a quand même des principes. Caroline Valentin, juste avant, chez nos internautes, Emmanuel Macron a-t-il raison de vouloir réformer la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État? Non, à 68%. Donc 2 tiers de nos internautes sont aussi hostiles. Encore faudrait-il s'entendre sur de quoi s'agit-il? C'est pas réformer d'un amendement à la marge. Non, oui, mais là, je crois que l'argument, c'est un peu ou pas du tout. On ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron prend son temps pour réfléchir, alors que grosso modo, il nous ressort la même chose que ce qu'il y avait dans le rapport El Kharoui de septembre 2016. Et tout le monde sait parfaitement, tous les gens qui suivent la vie politique, je pense que vous en êtes, savent parfaitement que depuis toujours, il avait en tête de mettre en place cet islam de France. Et une des raisons pour lesquelles le discours des Bernardins a été si critiqué, c'est pas sur le fond, parce que c'était assez un gros discours, c'était moins en fait sur le fond que sur le fait... Bernardin, c'était devant la conférence des évêques de France. Exactement. C'était moins sur le fait que sur le fond que c'était vu comme une façon de préparer l'opinion à la mise en place d'un islam de France. Exactement. Alors, il veut réfléchir, Emmanuel Macron, mais vous savez quoi? Ce qui serait sympa, c'est quand même qu'il écoute les gens qui connaissent leur sujet, parce que manifestement, je ne sais pas qui est autour de lui, mais j'ai l'impression qu'il est entouré de nuls insupportables. Excusez-moi, on est dans un malentendu sur un point, et là, il nous faudrait beaucoup plus de temps. Mais il n'est absolument pas question, là encore, il faut s'entendre sur les mots, d'avoir l'État qui, tout d'un coup, devient puissance de décision de l'islam de France. Il s'agit mais même le mot islam de France, c'est un problème. Le modèle, c'est ce qui peut se passer pour les Juifs de France, par exemple. À travers, par exemple, une taxe halal qui pourrait permettre une autonomie. Au début du 19e, il y avait 70 000 Juifs en France. Aujourd'hui, vous avez 5 millions de musulmans. Premièrement. Deuxièmement, vous dites que l'islam n'est pas politique.
politique, mais une fois de plus, je trouve surprenant qu'en 2018, en novembre 2018, il y a encore des hauts responsables qui expliquent que l'islam n'est pas politique. Quand Boualem Sansal vous explique que l'islam est politique, il connaît le sujet, il habite en Algérie, et il est en train de dire, il a parlé, lui, du rapport El-Karoui, pour une fois, et pas que du sondage, il a parlé du rapport lui-même, pour dire que le rapport El-Karoui, c'était l'islamisation de la France, comme il l'avait connu en Algérie. Ibn Ouarak, il a écrit un livre, Pourquoi je ne suis pas musulman. Il connaît parfaitement l'islam, il vous dira que l'islam est politique. Zineb El Razoui, elle a donné des cours en Égypte, elle connaît parfaitement l'islam, elle est née au Maroc, elle vous dira que l'islam est politique. Et vous nous expliquez que l'islam est pas politique. L'islam est politique depuis le départ. Excusez-moi, nous avons en France, effectivement, un nombre important de musulmans. Un grand nombre d'entre eux ne sont pas dans la radicalité. Le phénomène de la radicalité est préoccupant, très préoccupant. Oui. Il est pris en charge par Jean-Michel Blanquer, par un comité des sages présidé par Dominique Schnapper. Donc les choses sont identifiées. Je ne peux pas vous laisser dire que tous les musulmans sont engagés dans un processus anti-républicain. Je n'ai pas dit ça. Nous avons des musulmans, mais parce que c'est essentiellement politique. L'islam politique, c'est un syntagme qui veut identifier un islam radical qui n'est pas républicain. Pas du tout. L'islam politique, on va être précis, c'est quoi ? L'islam politique, l'islam est politique de manière générale. Il se trouve qu'en France, pendant très longtemps, on a eu un modèle d'intégration qui a transformé des musulmans en musulmans républicains. Par ailleurs, se développe. Il ne s'agit de rien d'autre que de grâce à notre cela, modèle d'intégration, voyez-vous, que Emmanuel Macron est en train d'abandonner petit à petit. Oui. Voilà, c'est ça le problème. Mais c'est quoi un islam politique ? Pourquoi parler d'abandon et pas finalement d'audace, d'essayer de tenter cet islam de France ? Il n'y a aucune audace à avoir avec eux. Il n'y a aucune audace. Aucune audace, parce qu'il y a une logique derrière tout ça. Il y a une logique. Cette logique, en effet, mais le prédécesseur Nicolas Sarkozy avait essayé déjà de faire l'islam de France. Ils leur ont ouvert des portes. Ils ont dit voilà, on va faire le Conseil du culte musulman. Ça a raté. C'est un échec. Après, quand vous regardez ces instances, quand il y a eu les attentats, il a fallu vraiment leur arracher le fait qu'ils dénonçaient les attentats. Et c'est ça le problème. C'est que d'un coup, ils comprennent la violence. C'est pour ça qu'on ne peut pas accepter ça. Le problème, c'est que je vais vous dire un truc. Nous, qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'il fait Emmanuel Macron ? Il arrive avec... La fuite est organisée, ne prenons pas les gens trop pour des nouilles quand même. Surtout que c'est la deuxième tentative, il y a eu des tentatives d'amendement qui étaient passées. Il ne dit pas tellement ce que vous avez écrit, il dit voilà, je vais proposer un nouveau statut aux associations et je vais rendre ce statut attractif en leur permettant de posséder des immeubles et de les exploiter. Et puis par ailleurs, en leur permettant également de bénéficier de subventions de l'État pour la rénovation énergétique de ces immeubles. Bon. Qu'est-ce qu'il a fait l'Autrichien là, Qu'est-ce qu'il a fait à la place ? Il a dit, vous savez quoi ? Moi, je vous dis tout de suite, les financements étrangers, c'est interdit. Et ce n'est pas interdit au-dessus de 10 000 €, c'est interdit point barre. Voilà. Et les financements, n'importe comment... Vous n'allez pas très loin, reconnaissez-le. Non, mais sauf si vous faites plein de 3 000 €. Mais vous savez ce qui se passe aujourd'hui. À 10 000 €. Mais vous savez ce qui se passe. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée qu'il n'y ait pas de financement étranger de l'islam de France ? Alors comment on finance les mosquées ? Mais ils se financent. Ils se financent. Justement, il s'agit de ça. Mais ils se financent tout seuls comme un autre. Il s'agit tout à fait de cela. Excusez-moi, mais il s'agit d'apporter une réflexion et une aide pour que justement cette organisation, elle ne se fasse pas au détriment des musulmans les plus modérés du pays. Premièrement, l'islam politique, on ne finance pas unique. Je sais bien que l'argent génère de la guerre. C'est pas l'État qui va financer. Au bout d'un moment, il ne faut parler de la guerre. Il faut parler de la guerre elle-même. Et le problème, c'est que premièrement, il y a énormément d'argent dans l'islam et même beaucoup d'argent occulte. Vous savez peut-être, ou sans doute, ou j'espère pour vous en tout cas, qu'en islamisme, donc je ne parle pas d'islam, je ne parle pas les musulmans, mais les islamistes refusent de payer de l'argent, des impôts à l'État koufar, à l'État mécréant. Donc, il y a énormément d'argent qui passe en dessous, qui passe sous le radar de la fiscalité. Quand on a écrit Une France soumise des voies du refus, il se trouve que j'ai eu au téléphone une contrôleuse fiscale. On n'a pas pu publier son témoignage parce qu'au dernier moment, elle a reculé, mais qui nous expliquait que les sociétés de certification halal, dans sa région où elle vivait, où il y avait énormément d'arabo-musulmans, et dans sa commune, il y avait énormément de commerce halal, avaient 0% de chiffre d'affaires. Non, 0% de chiffre d'affaires, sauf que maintenant les lois, me disait-elle, moi je ne peux pas déclencher une investigation fiscale sans prouver à mon supérieur hiérarchique que je vais avoir 50 000 € de bénéfices. Or, comme j'ai 0 compte et qu'ils sont 0 sur leur compte bancaire et 0 sur leurs comptes sociaux, je ne peux pas prouver que je vais avoir 50 000 €. Mais il y a, ensuite je m'étais renseignée auprès des gens qui connaissent bien la sécurité, il y a des millions d'euros qui circulent
en sous-cap et qui resteront en sous-cap parce que je vais vous dire, les islamistes, jamais ils iront adopter votre truc là d'association pour avoir 3 balles issues de l'exploitation de leurs immeubles alors qu'ils ont des centaines de milliers d'euros. Ce que vous décrivez, c'est précisément ce contre quoi nous voulons lutter en proposant une organisation, plus de transparence et plus de structuration. Écoutez Boualem Sansal, lisez Barbara Lefebvre. Mais non, vous ne le lisez pas parce que sinon, il vous aurait expliqué, vous auriez entendu quand il a dit au prix Varenne de la Fondation, prix de la Fondation Varenne des journalistes en 2016, il a dit l'islam de France n'existera pas, l'islam est partout chez lui. Vous pensez que quel musulman se soumettra aux desiderata d'un État mécréant? Mais franchement. Merci pour ce débat. On va juste terminer l'émission sur une note un petit peu plus, Non, mais c'est vraiment le débat. C'est le débat. C'est le débat. Et par ailleurs, vous noterez qu'on a. Par ailleurs, vous noterez que peu de responsables. C'est la loi de la République, et c'est le fait de leur dire qu'ils n'ont pas le droit d'agir comme ils le font. Et pas que ça. Et la promotion des musulmans humanistes, et pas de Yassine Bellatar, pas de l'islamisme de Yassine Bellatar. Bah oui, qui dit le contraire? Je vous dis la fermeté, plus de transparence, plus de structuration, c'est exactement. Je crois que nous allons refaire un débat très vite sur ce sujet. Juste pour terminer, un mot sur cette. Juste pour terminer, on n'a plus que 2 minutes. Un mot sur cette annonce de Fabrice Lecuny de sa candidature éventuelle à l'Académie française. Est-ce que vous trouvez ça bizarre, décalé? Lui-même a dit j'ai d'abord argué que je n'étais qu'un saltimbanque doublé d'un mauvais caractère, mais je crois que je vais me lancer et tenter de me faire élire à l'Académie française. Il a dit ça dans le Figaro Magazine. Vous trouvez ça magnifique? Décalé et génial. Décalé génial, Patrick. Pas n'importe quel acteur. Ouh là là, je sens dans le regard de Patrick. Non, je pense qu'il aurait dû demander à conduire la navette spatiale, à être le président des États-Unis. Enfin, tu vois, je pense que c'est insuffisant. Mais s'il promet de ne pas toucher à la loi de séparation de l'Église et de l'État, vous êtes d'accord? Ah oui, justement, oui. Il a un Sicurel. Très bien. Vous qui vous occupez d'éducation, je pense que vous êtes touché par cette candidature. Écoutez, je suis non seulement touchée, mais ce qui m'est immédiatement venu à l'esprit, justement en tant que personne particulièrement en charge de l'éducation, c'est la magnifique lettre d'Albert Camus à son instituteur Germain quand il a reçu le prix Nobel, en disant la première personne juste après ma mère à laquelle j'ai pensé, c'est vous. Eh bien, comme les instituteurs, il faudra peut-être penser à faire entrer les grands instituteurs. Lucchini est un extraordinaire passeur. Alors, c'est un passeur formidable. 2, c'est un exemple aussi. C'est un exemple pour notre jeunesse avec un parcours personnel qui, par son talent, est arrivé à la culture, et il offre la culture comme personne. Donc effectivement, s'il y en a un qui le mérite, c'est bien lui. Donc il n'y a même pas débat entre nous. Vous disiez décalé quand même, Jean-Baptiste Marteau. Non, mais décalé parce qu'effectivement, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Le but de l'Académie, c'est quand même d'écrire un dictionnaire. C'est pas un grand écrivain sur le papier, mais c'est un tel acteur, passeur de culture. Parce que quand on parle culture avec lui, au bout de 5 minutes, on est subjugué. Et surtout, c'est de défendre la langue française. Et il défend la langue française. Peut-être plus à l'oral qu'à l'écrit. Exactement. Et c'est bien aussi d'avoir des acteurs. Quand il joue, il interprète, et quand on interprète, on écrit. Bien sûr. Voilà. Bon, pas convaincu, Patrick Pelloux, toujours pas. Ah, mais c'est très bien. Voilà, on vous l'a fait dire. Moi, je suis complètement. Non, mais je réfléchissais à ce que vous arguments de madame sur la laïcité. Je pense qu'on va continuer hors caméra cette conversation. Merci en tout cas à tous les 4 d'être venus. Figaro Live, c'est fini pour aujourd'hui. Point de vue, pardon, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient dès demain avec Marie-Amélie Lombard-Latune. À demain, bonsoir.